Qu'est-ce que vous diriez au petit Jacques si vous pouviez le croiser dans la rue À qui? Au petit Jacques Vergès de 7 ans, si vous pouviez le croiser? Vous lui Si je diriez me quoi? revoyais petit, qu'est-ce Ouais. que je me dirais? Je lui dirais, de par mon expérience, cher ami, obéis toujours aux caprices de ton cœur. Ah bon? N'écoute pas les gens. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un format un peu particulier sur cette chaîne. Je vous emmène avec moi dans la vie de l'avocat de la terreur, qu'on appelle aussi l'avocat du diable, ou même le salaud lumineux. Cet homme, c'est Jacques Vergès. Un grand avocat, un résistant, un militant politique, mais aussi un homme de culture. Derrière la fumée de son cigare, il laisse une histoire absolument fascinante, faite de liberté, de combat et de courage. Je vous amène avec moi dans la folle histoire de Jacques Vergès. Jacques Vergès naît le 5 mars 1925 à Ubon Ratchathani, au Siam, ancien nom de la Thaïlande. Il est fils du docteur Raymond Vergès, consul de France. Il est aussi le fils de Pham Thi Quang, une institutrice vietnamienne. Raymond et Pham Thi Quang auront 2 enfants, Jacques, l'aîné, et Paul, qui deviendra homme politique et créera le Parti communiste réunionnais. D'ailleurs, avant de continuer, il faut préciser qu'il y a un doute, en réalité, sur la date de naissance de Jacques Vergès. Car son père aurait fait un faux en déclarant la naissance des 2 frères le même jour, c'est-à-dire le 5 mars 1925, alors qu'ils avaient en réalité une année d'écart. Jacques Vergès était sans doute né le 20 avril 1924, non au Siam, comme son frère, mais au Laos. Raymond Vergès aurait profité de sa position de consul pour réaliser un faux état civil afin de cacher une relation adultère avec Pham Thi Quang, alors que sa première épouse, Jeanne-Marie Daniel, avec qui il avait déjà 2 enfants, était encore vivante. Jacques Vergès a toujours entretenu le mystère sur sa réelle date de naissance, comme sur plein d'autres aspects de sa vie. Il passe ensuite son enfance à La Réunion. Sensibilisé très tôt à la politique, le petit Jacques participe dès l'âge de 12 ans à un grand défilé du Front populaire au port. Il obtient son baccalauréat à 16 ans, et entre en première année de droit tout de suite après. Mais le jeune Jacques ne tient pas en place. Il quitte La Réunion à peine 17 ans pour s'engager dans la résistance en 1942, avant de se rendre en Angleterre, où il s'engage dans les forces françaises libres le 22 janvier 1943. Il est au rang de sous-officier et admire profondément le général de Gaulle. En 1945, Jacques Vergès s'installe à Paris et adhère au Parti communiste français. Et en 1950, il est élu à Prague, membre du bureau du Congrès de l'Union internationale des étudiants, comme représentant de la Réunion. Durant cette année, il se marie avec Colette Desbœufs, fille d'un directeur de tissage à Roubaix, et qu'il avait rencontré lors d'un meeting d'étudiants communistes. Ils eurent ensemble un garçon, prénommé également Jacques, né le 18 février 1951. En 1952, il devient secrétaire du mouvement. Il reste sur place jusqu'en 1954 et y obtient sa 2e année de droit. De retour en métropole, il obtient sa 3e année en 1955. Il s'inscrit alors au barreau de Paris, après avoir passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Car oui, à l'époque, 3 ans de droit suffisaient pour devenir avocat. Il devient ensuite premier secrétaire de la conférence des avocats. Jacques Vergès s'engage fortement dans la cause anticolonialiste, notamment en Algérie. Il milite pour le Front de Libération Nationale et défend leurs combattants, se voyant ainsi surnommé Mansour, c'est-à-dire le victorieux. Il est notamment l'avocat de l'emblématique Djamila Bouhired, qui avant de devenir sa femme, était une militante du FLN condamnée à mort pour attentat à la bombe durant la bataille d'Alger, qui a fait 5 morts et 60 blessés, dont beaucoup de civils. Il quitte le PCF en 1957, jugeant le parti trop tiède sur la question algérienne. Jacques Vergès divorce de sa première femme en 1959 et épouse Djamila Bouhired, avec qui il aura 2 enfants, Myriam, née en 1967, et Lies, en 1969. À l'indépendance de l'Algérie, en 1962, Jacques Vergès s'installe à Alger, prend la nationalité algérienne et devient le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il fonde alors avec Djamila Bouhired, sa femme, une revue tiers-mondiste financée par le FLN, Révolution africaine. Il est avocat à Alger jusqu'en 1970. En tout cas, la question est posée, la question a été posée par nous,
et nous seuls, avant le procès. C'est la question de savoir si le crime contre l'humanité devait être seulement orienté vers le passé, si ce n'était pas une question d'actualité et la question principale de notre temps. Pour parler au nom de l'humanité, il faut pour le moins être son émanation véridique et vérifiable, pouvoir parler au nom de tout homme et de tout l'homme. Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger, disait déjà Terence, cet ancien esclave de Rome, né dans cette Afrique du Nord dont nous parlons, à Carthage précisément. Comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent? Intellectuellement, cette contradiction ne se surmonte pas. Cela signifie qu'en morale, elle se trouve présente dans ce prétoire, qu'elle plane sur ce procès depuis la première audience et qu'elle veille dans l'esprit de chacun d'entre nous. Dès son premier dossier, Jacques Vergès a changé la façon de plaider. Il procède alors à une défense de rupture. Il ne s'agit plus pour l'accusé de regretter ou de demander pardon, mais l'accusé se fait accusateur, considère que le juge n'a pas compétence ou que le tribunal n'a pas la légitimité. Il prend l'opinion à témoin. Si cette méthode est peu efficace sur le plan judiciaire, elle participe à créer un courant de sympathie dans l'opinion. Jacques Vergès a associé son nom à de nombreux procès médiatisés, depuis celui de Djamila Bouhired. Il a notamment défendu l'ancien chef de la Gestapo, Klaus Barbie, mais aussi Omar Haddad en 1994, avec la fameuse inscription Omar m'a tué, ou encore Louise Yvonne Casetta, ex-trésorière occulte du RPR, soupçonnée d'avoir collecté 340 000 francs auprès d'une entreprise de BTP pour le compte du RPR. Il déclare d'ailleurs à plusieurs reprises que plus l'accusation est lourde, plus le devoir de défendre est grand, comme un médecin doit soigner tout le monde. À partir de 1970, Jacques Vergès disparaît pendant 9 ans. Il disparaît vraiment. Il a toujours entretenu le mystère sur cette période. Durant son absence, Djamila Bouhired obtient le divorce. Elle ne sait pas du tout où il est. Dans une interview accordée au Point en mars 2013, Jacques Vergès déclare « Un soir de mars, ma porte s'est entr'ouverte et le vent m'a soufflé, pars. Et je suis parti pour des aventures qui ont duré 9 ans. J'étais un peu partout, parti vivre de grandes aventures qui se sont soldées en désastre. Nombre de mes amis sont morts, et pour les survivants, un pacte de silence me lie à eux. Certains le soupçonnent d'avoir été au Cambodge car il avait des liens avec les Khmers rouges, une fraction communiste anti-américaine, mais ses amis du Cambodge nient l'avoir vu là-bas. Il n'en dira pas plus sur cette période, si ce n'est qu'il souhaite en garder le secret et qu'il était animé par quelque chose d'important, avec des gens discrets. Enfin si, on a un élément de réponse. On est sûr qu'il a passé du temps incognito à Paris, dans un hôtel, sous un nom d'emprunt. Il raconte d'ailleurs une anecdote à ce sujet que je cite. « J'arrive à Paris, je vais dans un hôtel avec un faux nom. Mais un jour, je vais chez le traiteur, miraculeusement ouvert un lundi, pour acheter du pain, du fromage et du jambon. Quand je sors de la boutique, je vois dans la queue une dame, dont le mari était un avocat très connu. Et donc sa femme me voit chez ce traiteur. Je me dis, elle va rendre publique ma présence. Comment faire pour que notre rencontre ne soit vraiment pas crédible? Et là je lui sors, alors la grosse, ça boum? Dans la queue, tout le monde rit. Incontestablement, elle m'avait reconnu. Mais ce que je lui ai dit était difficilement répétable. Le 15 août 2013, alors hébergé chez sa compagne Marie-Christine de Solage, à l'hôtel de Villette, Jacques Vergès succombe à une crise cardiaque. Il meurt ruiné, laissant derrière lui 600 000 € de dettes diverses. Il ne réglait plus ni ses loyers, ni ses impôts. Son vieux compère Roland Dumas confirme « À la fin, je lui prêtais de l'argent. Il en devait au fisc, à la sécurité sociale, il m'appelait pour me demander de l'aide. Le montant de ses obsèques aurait été réglé par l'ordre des avocats de Paris. Les 2 enfants de l'avocat, Meriem et Eliès, renoncent à l'héritage. Mais Jacques Vergès laisse une trace derrière lui, celle d'un grand avocat, engagé, courageux et dévoué dans l'exercice de sa vocation, quelles que soient les opinions que l'on puisse avoir. À la fois provocateur et tolérant vis-à-vis de toutes les idées, il était un avocat qui défendait comme un médecin qui soigne. Si vous voulez mieux connaître Jacques Vergès, il a écrit une quantité de livres passionnants sur les combats de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et laisser un commentaire. Dites-moi aussi si vous souhaitez que je parle d'un autre avocat célèbre, et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo.